avant de nous plonger donc, dans les questions qui sont propres au monde du bâtiment, je vous propose de faire un petit crochet par le grand public. Rami Fischler, vous avez designé un objet connecté destiné à améliorer le sommeil des utilisateurs, et qui est devenu un modèle phare chez Weezing. Donc, c'est Weezing, ceux qui ne connaissent pas, c'est le spécialiste français des objets connectés, qui a été, si je ne m'abuse, racheté par Nokia. Donc racontez-nous un petit peu justement cette aventure. Comment on conçoit un objet connecté? Qu'est-ce que ça a comme particularité en termes de conception? Déjà, c'est un objet dont la finalité n'est pas l'objet lui-même, c'est ce qu'il va pouvoir générer en termes d'usage et qui sont invisibles. Donc c'est tout à fait nouveau pour les designers comme nous de penser à des objets dont la fonction n'est pas forcément visible du premier abord. Doublement, puisqu'il y a une fonction d'amélioration d'une problématique quand même qui est très importante à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, qui est celle du sommeil. Et aussi, c'est moi aussi? Non. C'est toujours vous? Et aussi sur le fait de comment faire rentrer la technologie dans la maison. Parce que je crois que c'est aussi un sujet que vous allez aborder aujourd'hui, mais c'est pas si évident que ça va pas de soi de se dire que dans la chambre à coucher, par exemple, à côté du lit, on va mettre un objet technologique. Le téléphone est arrivé là un petit peu par dépit. Les gens ne sont pas forcément heureux d'avoir un téléphone à côté du lit. Dès qu'on va leur dire qu'il y a un objet connecté à côté du lit, eh bien, ça va peut-être potentiellement leur faire peur. Ça ne va pas tout de suite leur faire penser à du bien-être. Donc tout l'enjeu... La chambre était un petit peu un espace protégé de la technologie, en fait. Oui, et puis il y a le moment en fait, où on dort, où on n'est évidemment pas conscient. Et donc dans l'inconscient collectif, c'est un moment où on n'a pas envie d'avoir à côté de soi des objets dangereux ou intrusifs. Et donc tout l'enjeu du design et de ces objets qu'on est en train de concevoir, c'est comment faire rentrer ces technologies de façon douce dans l'habitat. Et les objets en tant que tels ont, on va dire, plus de facilité à le faire que la technologie intégrée, puisque c'est un objet, donc on peut encore le bouger de place et ça fait déjà moins peur. Ça fait moins peur. Patrick Cazon, par définition, un objet connecté doit pouvoir envoyer de l'information et en recevoir. Sigfox a justement développé un réseau, on l'a dit, un vaste réseau national de plusieurs centaines, voire plus de 1600 antennes pour répondre à ce besoin. Question toute bête, mais pourquoi un réseau spécifique dédié à l'Internet des objets? Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce réseau? Disons, si on prend un petit peu l'histoire des objets connectés, les objets connectés, ça existe depuis plus de 10 ans maintenant. Ça a commencé, ça s'appelait le machine to machine. Je crois que la première machine connectée, c'était les distributeurs de Coca-Cola. Le fait est qu'il n'y avait pas de connectivité adaptée qui permettait vraiment la croissance attendue et annoncée par les analystes, qui sont des milliards d'objets. On annonce en 2020 30 milliards d'objets, et sur les 30 milliards d'objets, la partie téléphonie, c'est 6,5 milliards. Donc pour vous dire un petit peu le potentiel. Mais ce potentiel peut être avéré s'il y a des connectivités qui sont adaptées. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on a plein de choses qui sont connectées avec des Wi-Fi, qui sont connectées avec des technologies wireless sans fil propriétaires, des technologies GSM, Bluetooth, etc., mais qui ont des particularités qui fait qu'ils ne sont pas adaptés à 80% des objets qu'on doit connecter, à savoir des objets qui ont besoin uniquement d'envoyer des petits messages, qui doivent être autonomes en énergie, c'est-à-dire avoir la possibilité d'avoir des capteurs qui peuvent durer jusqu'à 10, 15 ans sans être alimentés en énergie, qui ne soient pas chers et qui soient mondiales. Donc effectivement, Sigfox, c'est un réseau qu'on a déployé en France. Ici, on parle plutôt du marché français, mais on a déjà déployé ou en cours de déploiement plus de 17 pays en Asie-Pacifique, États-Unis, Amérique du Sud et Europe. Et notre ambition, c'est de couvrir plus de 60 pays à horizon 3 ans. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est important de faire ce réseau dédié, bas débit, Internet des objets. Et on a été le précurseur sur ce marché à lancer ce type de réseau. C'est un réseau qui permet d'envoyer des messages et de recevoir des messages. Absolument, c'est un réseau qui est bidirectionnel. Tout à fait. Et juste en quelques mots, comment si c'est des petits messages, c'est quoi le business model? C'est un abonnement? Donc le business model de Sigfox, effectivement, c'est un abonnement.
Comme je le disais en introduction, on a créé un réseau bas débit, j'aime pas trop dire ça, mais on va dire low cost. Si on veut connecter un tabouret, même si ça sert à rien, c'est juste pour l'exemple, si on veut connecter un tabouret, on ne veut pas le connecter tous les soirs à une prise électrique pour le recharger. Donc il faut que le capteur puisse durer des années, que ça soit pas cher et que la connectivité soit là. Donc pas cher, c'est 1 euro par mois, à moins, à quelques centimes par an, en fonction du volume. Voilà. Donc c'est ce qu'on parle, quelques centimes par an, par objet. Connecter les outils, c'est ce que vous faites, c'est le b.a.-ba pour avoir des objets connectés. David Banget, vous à l'OL, vous avez coutume de dire que votre premier objet connecté, c'est le stade lui-même, le nouveau stade, justement parce qu'il a été conçu pour ça, pour la connectivité. Oui, tout à fait. En fait, le nouveau business model de l'OL, ça passe par le nouveau stade. Donc, historiquement, c'est un club de foot. L'idée a été de diversifier les activités du club, et notamment sur les différentes filiales qui constituent le groupe OL. On a une filiale qui s'occupe du stade, mais on a aussi des verticales qui nous permettent d'adresser d'autres clubs en termes de déplacement de joueurs dans le cadre de leur voyage, dans la partie aussi vidéo, où on opère aussi pour différentes sociétés externes, et aussi au niveau du stade, donc la capacité de livrer un stade connecté qui répond aux différents nouveaux usages dans le cadre d'événements sportifs, mais pas que. Donc ça veut dire que dans tous les endroits du stade, on capte tous les types de réseaux possibles. Alors on a le Wi-Fi haute densité, on a 600 bandes Wi-Fi qui couvrent le stade en entier, que ce soit à l'intérieur du stade ou à l'intérieur même des bureaux. Les bureaux sont aussi au niveau du stade. Et puis une couverture 3G, 4G totale qui sera totalement terminée d'ici le début de l'Euro. Qui est une commande de l'UEFA. L'Euro vous impose des contraintes particulières en termes Tous les stades de l'Euro sont contraints par une couverture optimale. Donc nous, on avait déjà anticipé, effectivement, parce que la sortie du stade coïncidait aussi avec l'Euro. L'idée a été d'avoir une couverture totale, et la partie téléphonique, la partie cellulaire, a été une commande de l'UEFA particulière. Donc le Wi-Fi, nous, on l'a opéré avec Orange en direct. Par contre, la couverture 3G, 4G a été opérée par l'UEFA et une commande au niveau des différents opérateurs. Et votre stade a été livré donc, il y a 4 mois, enfin inauguré il y a 4 mois. Le 9 janvier, oui. Si vous vous rendez compte qu'il faut encore ajouter des choses, c'est toujours possible, c'est un peu modulable. C'est un stade modulaire dans tous les sens du terme, aussi bien au niveau de l'événementiel qu'au niveau technique. Donc on peut rajouter tout à fait des bornes Wi-Fi pour avoir une couverture optimale, même si elle l'est déjà. On a mis à peu près 3-4 matchs pour calibrer ce Wi-Fi. Maintenant, on est dans une configuration idéale, donc aussi bien au niveau des espaces VIP qu'au niveau du grand public. Et puis modulaire aussi sur la partie connexion simultanée à ce canal Wi-Fi. Donc on est capable d'absorber 20 000 connexions simultanées, mais ça c'est juste une histoire de licence avec Orange. D'accord. Pour connecter un bâtiment, on commence généralement par placer tout un tas de capteurs à l'intérieur qui permettent de transmettre de l'information via les réseaux qu'on vient d'évoquer. La question c'est pour en faire quoi? Frédéric Puch, vous à SAP, vous êtes justement placé sur ce créneau de la collecte et du traitement des données. Vous les analysez, vous les croisez afin de éventuellement proposer une action, une rétroaction. Rétroaction, voilà. Redescendre même sur l'objet, on y reviendra. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement quel est l'enjeu de ce positionnement de connexion et de stockage, analyse des données? Alors, on connaît déjà assez souvent SAP pour son système financier depuis une quarantaine d'années. On se dit, mais comment ça, des écrans bleus qui piquent les yeux, tout d'un coup, ça fait de l'innovation. Il faut savoir que ça représente aujourd'hui moins de 30% de notre chiffre d'affaires et qu'on a créé donc une plateforme en 2010. On s'est dit qu'on allait monter les données en mémoire, donc créer ce fameux big data. Et nous, on se positionne, on va dire, une fois que l'objet a envoyé de l'information, qu'il a transité par un réseau, on va se mettre à la collecte, au stockage, à l'analyse. On va lancer du prédictif et in fine, on va dire que la donnée va repiloter du processus. Concrètement, on est souvent connu par de la gestion de processus. Est-ce qu'aujourd'hui, un capteur de température peut déclencher automatiquement un ordre de maintenance dans mon système d'intervention? Donc ça, c'est notre credo. On en a créé une plateforme qui est en plus dans le cloud, qui permet, y compris à des startups, de pouvoir se dire, si je veux maintenant redévelopper de nouvelles applications, partant de l'objet et en rebouclant jusqu'à l'objet. Ça, c'est notre positionnement dans différents domaines, y compris... le sport. Voilà, c'est ça. La richesse du big data, enfin, de votre positionnement, justement, c'est d'emmagasiner, de stocker ces données. C'est, j'imagine, c'est en les croisant qu'on obtient le meilleur des infos. C'est en cherchant une corrélation entre ces différentes données. Aujourd'hui, le big data n'a pratiquement plus de limite. Je ne vais pas parler de traitement simplement, mais surtout de sources de données.
Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde à l'industriel, l'intérêt que peut avoir de prendre des informations sur la météo va permettre peut-être de comprendre beaucoup mieux un comportement à la fois de mon usine, à la fois de mes consommateurs. C'est aussi ça les enjeux. C'est ça. Patrick Cazon, depuis votre poste d'observation des activités de vos clients, quels usages de l'Internet des objets vous voyez qui sont en lien avec le bâtiment connecté, la maintenance, Donc il y a un certain nombre de cas d'usage qui sont essentiellement du monitoring d'infrastructures. Donc dans le monitoring d'infrastructures, hein, si on fait un focus dans le monde du bâtiment ou des villes connectées, eh bien ça va, puisqu'on parlait de capteurs de température, des entreprises comme Cofeli Service, qui fait partie du groupe Engie, qui utilisent des capteurs pour pouvoir mettre des KPI et des services. Donc ils mettent des capteurs de température sur les chaudières, ils mettent des capteurs sur l'air conditionné, sur les VMC, qui leur permettent de remonter des informations et des indicateurs qui leur permettent d'opérer un service à l'aide de KPI et de rapports. Et ça, peu importe si le bâtiment est un bâtiment ancien, un bâtiment nouveau, en mettant des capteurs un peu partout disséminés, ils arrivent à recueillir des informations qui sont essentielles pour le pilotage de leur activité et prendre les bonnes décisions si jamais il y a des incidents qui arrivent ou des événements un peu spécifiques qui arrivent. Voilà un exemple de ce qu'on peut faire dans le bâtiment. D'autres types d'exemples, c'est uniquement par exemple de rondes de sécurité sur lesquelles on peut mettre des objets connectés en fonction des flux qu'on peut changer de manière différente. Et puis la personne en charge de la sécurité avec une carte NFC peut passer devant cet objet et bien eurodater son passage et le fait qu'il est passé. La même chose pour des gens qui font des services de nettoyage notamment, savoir si une salle est vide, si on peut la nettoyer, pas la nettoyer. Et puis il y a aussi tout ce qui est à l'extérieur du bâtiment, parce qu'on parle beaucoup de bâtiments, mais un bâtiment c'est souvent maintenant aussi des campus. Tout à fait. Donc dans les campus, toujours en monitoring d'infrastructure, j'aime bien donner cet exemple parce que c'est parlant, tout le monde le voit, les fameuses bouches d'incendie Bayard, société lyonnaise également, que tout le monde voit partout en France, qui sont connectés, qui permettent d'avoir des informations, savoir si on l'a utilisé, si le poteau a été utilisé, s'il y a la bonne pression d'eau, etc., etc. Donc voilà le type de cas d'usage qu'on peut voir également. D'accord. La maintenance, la performance énergétique, c'est ce que vous observez aussi, vous, chez SAP? Ce sont les principaux domaines d'intervention? Principalement dans le bâtiment, ce qui nous intéressait, c'est d'abord de la maintenance, y compris d'aller jusqu'à faire de la maintenance prédictive. Parce qu'une fois que j'ai pris ces informations et par l'analyse du comportement, je vais essayer d'anticiper. Ça, c'est l'historique. On a rajouté... C'est-à-dire que vous anticipez les problèmes qui ne sont pas encore apparus? On essaye de comprendre par corrélation de variables et on essaie d'anticiper. Donc soit on fait de la maintenance curative, soit on fait de la maintenance planifiée, soit on essaye de faire du prédictif. Ça, c'est une chose. Ensuite, on s'est vite aperçu que dans le bâtiment, on pouvait tout d'un coup définir des systèmes même de facturation à l'usage. Donc, soit je vais travailler plutôt en maintenance, soit tout d'un coup, ces données peuvent me donner des informations de trafic, des informations d'utilisation, comme le disait tout à l'heure Patrick. Et derrière, on en a créé carrément une monétisation. Puisque créer de la donnée pour de la donnée, c'est très bien, mais est-ce que je peux monétiser ces données ensuite? D'accord. Vous, Rami Fischler, vous avez travaillé récemment à la conception d'un supermarché connecté qui évite le passage en caisse, la file d'attente aux caisses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Oui, donc on est toujours en train de travailler dessus. On a une bourse de la BPI pour avancer sur la R&D sur ce projet. Et on a gagné un projet sur Réinventer Paris, que sans doute certains connaissent, on pourra en dire un mot tout à l'heure, qui fait que ce supermarché sera implanté dans un des bâtiments en construction qui s'appelle le Stream Building à Batignolles. Donc c'est un supermarché, on va encore l'appeler comme ça, mais on aimerait bien trouver un nom un peu plus positif, parce qu'on a tous envie que ce soit justement tout sauf un supermarché. Mais c'est un lieu en tout cas où on vient faire ses achats et où les personnes qui sont employées par ce lieu ne soient pas dédiées à faire finalement un boulot qui n'a aucun intérêt, mais soient réintégrées dans le supermarché pour être au niveau du produit, au niveau du conseil client. Et pour y arriver, il y a une technologie... oui, parce qu'il n'y a pas de caisse, mais le client paye quand même. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est tout simplement que ce sont les étagères directement qui
qui contiennent les produits, qui font tout le travail. Donc vous êtes muni selon le choix du contexte d'une carte, de votre téléphone, d'un badge, et vous êtes juste détecté par l'endroit que vous allez atteindre pour prendre votre aliment. Et c'est l'étagère qui, par un système de poids, définit ce que vous avez pris sur l'étagère. Donc si je retire une boîte de petits pois de l'étagère des petits pois, je suis facturé d'une boîte de petits pois. Voilà, si vous retirez un petit pois, vous êtes facturé d'un petit pois. C'est tout l'intérêt aussi, parce que cette innovation, et c'est important de le dire, c'est que les innovations, c'est pas que du gadget. Et à mon niveau, c'est-à-dire aux usages du grand public, on n'arrive pas à obliger les gens à utiliser des nouvelles technologies s'ils n'y voient pas l'intérêt. Donc, il faut qu'il y ait un rapport de séduction et de persuasion qui soit direct. Donc, le supermarché connecté, ça ne peut pas être juste un lieu hyper technologique où les gens ont l'impression qu'ils gagnent 2 minutes en ne faisant pas la queue. C'est clairement aussi un moyen d'être éco-responsable, par exemple, ce que les gens ont envie quand même d'être de plus en plus, et de dire que finalement, grâce à ce système-là, on peut acheter au vrac beaucoup plus facilement, prendre juste une pomme, se servir d'un contenant et prendre le peu de yaourt que vous voulez ou le peu de liquide que vous voulez, le peu de lessive que vous voulez. Ça marche évidemment aussi dans les grandes villes où les gens achètent parfois presque tous les jours en rentrant chez eux, ce qui est différent du rythme des familles. Donc voilà, c'est d'être au plus près en fait, des nouveaux usages et de la diversité des nouveaux clients urbains et de proposer un système technologique mais qui réponde à un usage très très large. David Banget, très concrètement, grâce à la connectivité dans le stade dont vous parliez, quel nouveau service vous proposez, vous, aux spectateurs et aux supporters de l'OL ? Alors, je voulais juste, avant de parler de l'expérience des fans, remettre dans le contexte. En fait. Il y a le stade, mais il y a le parc olympique lyonnais. Le parc olympique lyonnais, c'est 45 hectares, c'est immeuble de bureaux, musée qu'on digitalise également, donc au niveau de l'expérience des visiteurs. C'est aussi un centre médical du sport, c'est tout un tas de choses, un centre de loisirs, etc. Donc ça, c'est pour l'idée d'amener les gens un petit peu plus en amont des matchs et pouvoir les faire rester un petit peu plus longtemps et de vivre une vraie expérience toute la journée. Ensuite, si on se concentre sur le stade, effectivement, l'infrastructure nous a permis d'imaginer des dispositifs d'expérience digitale. Donc c'est principalement un enjeu, il y a 2 enjeux pour le spectateur, c'est simplifier la vie du spectateur soir de match et enrichir son expérience. Nous aussi, il y a un enjeu évidemment business, de fluidifier l'ensemble de ces démarches pour qu'ils puissent consommer dans de bonnes conditions et générer plus de business pour nous. Dans le cadre de l'enrichissement de l'expérience, fort de notre constat et de nos constats qu'on a pu mener à Gerland et dans d'autres stades, en benchmark en d'autres stades et surtout à l'étranger, c'était de se dire, comme on l'évoquait tout à l'heure, à la mi-temps, c'est de ne pas avoir à choisir entre aller aux toilettes ou aller à la buvette se restaurer. Donc l'idée a été d'optimiser l'ensemble de ces flux. On a 300 caisses buvettes, on a 1000 toilettes, donc on a un dispositif assez large, mais malgré tout, on a un stade de 60 000 places, donc il faut pouvoir délivrer en 15 minutes la promesse du stade. Donc l'aspect digital intervient dans ce cadre-là. On a une application mobile qui est sortie le 9 janvier en même temps que le stade, qui nous permet de faire pas mal de choses. En avant-match, de pouvoir, en mode non-live du coup, l'application permet de réserver son billet, de pouvoir consulter l'ensemble des événements et de pouvoir calculer son itinéraire et de découvrir les services du parc. Et le soir de match qui prend tout son sens. On a une expérience enrichie, donc on peut tout à fait commander un menu, une boisson, un sandwich directement depuis son appli, en payant dans son appli et en profitant d'une caisse prioritaire dans les buvettes pour gagner du temps et ne pas avoir du coup à payer et d'avoir une caisse prioritaire. Donc ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, on a tout un tas de dispositifs de services qui est plutôt dans le social, dans le gaming, où là, on va avoir accès à des statistiques, on va accéder à un social wall, qui est une agrégation de murs de réseaux sociaux au sein même d'une application, et puis des services de vidéo. Donc la possibilité, et là on travaille avec différents acteurs, parce qu'en fait l'avantage d'avoir son propre stade privé, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut. Donc on a une propre régie technique, on a des partenariats avec Cisco et EVS qui nous permettent d'utiliser des SDK disponibles et qui nous permettent de diffuser des vidéos en temps réel sur les écrans géants, sur nos 350 écrans IPTV également, et au sein de l'application mobile, donc de retransmettre des flux live de chaînes vidéo.
donc des highlights, des bonus, un mode un peu inside le soir de match, et puis des replays VOD multicam, donc la possibilité de revoir 1 ou 2 minutes après une action, un ralenti de but, une action un peu litigieuse, etc., uniquement par le canal Wi-Fi. Donc le Wi-Fi nous permet de faire tout ça. D'accord. Je vous voyais réagir, Frédéric Puch. Vous êtes d'accord sur les stats avec la foule, avec la variété des activités, avec la taille du bâtiment. C'est un bon exemple de tout ce qu'on peut faire grâce à la connectivité dès avant le match, pendant, après. Alors déjà, on a 2 vitesses. On a ceux qui courent et ceux qui crient. Un B2B, un B2C, si je peux prendre ça comme expression. Et ceux qui courent crient aussi. Est-ce que ceux qui courent se mettent à courir ? Donc la particularité que l'on a assez souvent, c'est gérer effectivement l'avant-match depuis le trafic, y compris. Donc nous, on se met plutôt dans une position de réceptacle, cette donnée. Donc être capable d'avoir des zones de chaleur d'arrivée au stade, être capable de redistribuer des entrées de parking, de redistribuer des entrées du stade en tant que tel. Ensuite, on va avoir pendant le match, donc tu l'évoquais tout à l'heure, toute la partie, y compris même du réseau social pendant le match, d'aller capter de l'information, d'aller capter un sentiment, d'aller faire de la pré-réservation. Donc ça, c'est tout ce qui va toucher pendant le match. Et il y a l'après le match. Et l'après le match, on serait intéressé aussi dans cette application de connaître le flux de sortie, bien entendu. C'est ce sur quoi aussi vous avez déjà travaillé. Et comment est-ce que je peux vous retenir dans le stade ? Vous retenir, c'est peut-être en vous proposant une promotion particulière sur une des boutiques plutôt que de passer 1h30 à sortir du parking. Voilà, donc nous on se met dans une position où on veut générer aussi un scénario un petit peu end-to-end avec 2 choses. Un axe plutôt maintenant, c'est peut-être aussi un axe revenu parce qu'au final, il faut aussi pouvoir générer du chiffre. Les stades, évidemment, ne sont pas les seuls bâtiments à multiplier les services et à offrir ces évolutions. Les bureaux actuels, les espaces de travail laissent une place beaucoup plus large à la connectivité. Rémi Fischler, vous avez notamment travaillé sur les tout nouveaux bureaux de Twitter en France qui seront inaugurés demain. Oui, entre aujourd'hui et demain. Entre aujourd'hui et demain. C'est quoi justement, typiquement, prenons l'exemple de Twitter, c'est quoi un bureau connecté aujourd'hui en 2016 ? Alors, avant de connecter un bureau, il faut déjà que la mentalité soit connectée. C'est vrai qu'on est en pleine évolution des mentalités. Twitter, c'est une entreprise américaine, donc elle a évidemment importé une mentalité déjà différente, même si c'est majoritairement des Français et un DG français qui gère cette boîte. Mais c'est évidemment un lieu qui déjà, dans son architecture de société en tant que telle, évolue, dans lequel moi j'interviens. Donc c'est un travail que je n'ai pas dû faire déjà, c'est déjà pas mal. Du coup, ça me permet d'avoir de nouvelles formes de liberté. On rigolait tout à l'heure en disant que c'est vrai qu'avant, les designers venaient plutôt faire les bureaux de direction. Aujourd'hui, on me demande de tout faire sauf ça. D'ailleurs, il n'y a plus de bureau de direction. Et donc, l'investissement, il va ailleurs. Il va dans l'équipement. Il va dans comment faire que les employés vivent bien leur quotidien et restent le plus longtemps possible et travaillent à fond dans les entreprises. Parce que ça, c'est une réelle réalité aussi. Et puis, une chose que je trouve vachement intéressante, c'est que ces entreprises qui paraissent très virtuelles sont en fait très réelles et très physiques. C'est-à-dire que pour vivre, elles ont besoin aussi de générer de l'argent et d'une économie. Et donc, le lieu de travail devient un lieu finalement qui finance l'entreprise. Donc, parce que les partenaires, les clients, les publicitaires viendront chez Twitter dans leur bureau pour avoir finalement des accompagnements, du coaching, des réunions de créativité avec les directeurs artistiques des marques. Et donc c'est un lieu finalement d'accueil qui doit être parfaitement outillé pour organiser des rendez-vous de travail avec leurs clients. Il y a des nouveaux objets auxquels vous avez pensé aussi qui permettent au-delà de ça, de réimaginer les espaces de travail ou autres. Nous avons évoqué ensemble au Philantrolab l'Agora qui dispose d'un lustre un peu particulier. Oui, alors le Philantrolab, c'est un lieu qui va ouvrir en 2018-2019, qui est un de ces bébés de Réinventer Paris. Et je fais une petite parenthèse là-dessus parce que c'est peut-être un épiphénomène, mais à l'échelle de Paris, c'est un élément très important qui s'est passé puisqu'il y a eu un grand concours d'architecture avec 24 sites où le promoteur et son équipe ne pouvaient pas juste acheter le site, mais devaient amener le meilleur projet, le plus innovant pour ce site. Et je pense que pour tout ce qui concerne la nouvelle technologie, eh bien, il va y avoir évidemment beaucoup de nouveautés dans ces bâtiments parce que pour gagner, ils ont dû justement implémenter leurs bâtiments de nouveaux usages.
Donc le Philanthrope est l'un de ces projets dédiés à la philanthropie, dans lequel j'interviens pour faire toute la conception, mais j'intègre aussi des objets qui sont des objets technologiques, mais intégrés dans des lieux patrimoniaux, des lieux classés. Donc il faut se dire ça aussi, c'est que la technologie, elle ne va pas que dans les bâtiments neufs et construits. Comment intégrer la technologie dans des lieux où on peut toucher aucun mur? Là, par exemple, dans ce bâtiment-là, il y a un grand auditorium qui servira à des conférences. Et l'objet qui sert à éclairer sert aussi à capter toute l'information, générer la vie en fait du lieu pour le redispatcher à des moments où l'espace est plus calme. Donc finalement, même si ce sont des objets uniques, presque artisanaux, dans ce secteur-là, il y a aussi moyen d'inventer des objets ultra technologiques d'orfèvre en fait. Patrick Cazon, du point de vue de la communication, justement des objets, etc., que doivent prendre en compte les architectes, les ingénieristes quand ils conçoivent les bâtiments en termes de gain, je sais pas, de communication, ou qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire pour éviter que les ondes de Sigfox Sigfox ou autre, je dirais qu'effectivement, c'est de plus en plus pris en compte, mais peut-être, il faudra partager avec mes collègues qui ont déjà des expériences dans le domaine. Mais en tout cas, moi, j'ai eu l'expérience d'un grand client en 440 qui déménageait le siège social dans la région parisienne dans un building, qui était un building assez récent, aux alentours de 2008-2009, green, etc., avec une spécificité, c'est qu'il avait des vitres athermiques avec un peu de métal dedans. Et donc, il a été obligé de câbler en interne pour une belle somme, ne serait-ce que pour avoir du réseau GSM à l'intérieur du bâtiment, en 3G ou 4G, de câbler bien sûr le Wi-Fi correctement, savoir si ça passe dans toutes les gaines techniques. Donc, je pense que prendre en compte effectivement pour l'architecte ou pour l'architecte d'intérieur ou le designer ces problématiques radio, quand on fait des objets connectés, quel que soit le type de radio qu'on utilise, et à prendre en compte, et en sachant que c'est des bâtiments qui vivent, c'est des bâtiments qui ont des couloirs, c'est des bâtiments qui sont généralement souvent recloisonnés, décloisonnés, et prendre en compte ces types de problématiques de réseau sans fil, savoir s'il y a une bonne couverture et comment on gère ça. Je pense que ça doit être bien pris en amont par les architectes ou les designers, mais je ne sais pas si vous avez des choses à partager de ce côté-là, mais oui, je pense. Il y a certains bâtiments qui sont plus faciles à connecter que d'autres, par exemple, ou a priori, tout bâtiment neuf, ancien, peut facilement se retrouver. Ah non, ça dépend. Enfin, après, nous, on récupère que de la donnée, mais l'expérience qu'on peut avoir, puisqu'on vient changer, on vient d'intégrer une nouvelle tour dans laquelle maintenant on commence à rajouter du capteur, et effectivement, c'est pas simple. Et même si on n'est pas très loin de Paris, avoir une couverture complète puis le dernier sous-sol, parce que c'est là aussi qu'on remonte des capteurs, jusqu'au dernier étage, il y a des choses à prendre en compte. Plus des nouvelles technologies, des cloisons intelligentes par exemple aujourd'hui, qui remontent tout un paquet d'informations qu'on va venir collecter. Tu parlais tout à l'heure d'occupation de salle, là aussi c'est des métriques qui nous intéressent. Et puis une fois de plus, pour reboucler sur de la maintenance. Après, dans le design, j'aime beaucoup le fait que finalement on va intégrer une connectivité, une transmission de données sur quelque chose qui à la base n'est pas fait pour être quelque chose qui doit communiquer. Et ça aussi, on l'intègre énormément. Et même certaines sociétés, grands constructeurs de bâtiments, essayent également de repenser un petit peu comment ils vont vendre les bâtiments de demain. Aujourd'hui, ils vendent des mètres carrés sur plusieurs années, donc c'est vraiment de l'immobilier, mais ils sont en train de réfléchir en sachant que s'ils vendent ça sur une période de 10 ans, 15 ans, pourquoi pas essayer de monétiser en fonction du flux de trafic, comment c'est fait. Donc pour ça, il faut des indicateurs, et pour avoir des indicateurs, il faut des capteurs qui mesurent le flux de personnes, le nombre de personnes, comment ça évolue. Et donc il y a des grosses entreprises dans le bâtiment qui essayent d'être un peu disruptifs dans le modèle et de plus faire un prix au mètre carré pour bien sûr augmenter leur marge, mais essayer d'amener des services et de la valeur en fonction de comment ça vit dans le bâtiment, en sachant que les usages changent également et qu'il faut qu'ils innovent également s'ils veulent pouvoir prendre des marchés par rapport à la compétition ou augmenter leur marge tout simplement. Et justement, Rami Fischler, je repense au supermarché que nous évoquions tout à l'heure là, dans le projet de Stream Building. Vous êtes même allé au-delà de cette conception de supermarché sans caisse.
Vous avez imaginé, en lien avec ce supermarché, des frigos connectés dans les étages du bâtiment, donc ça sera plutôt des espaces de bureaux, je crois. Pas que, voilà. Qui mettent en lien justement la dernière technologie de pesée, etc., en lien avec le supermarché qui, en rez-de-chaussée, alimente ces frigos. Il y a la conception même du bâtiment est liée à ces objets connectés qui émergent. Hein. Oui, tout à fait. Et puis c'est exactement ce que disait monsieur juste avant moi, c'est que les promoteurs sont de plus en plus intéressés à vendre, à packager des bâtiments. C'est vrai qu'il y a une concurrence forte, pas qu'en France, pas qu'à Paris, à l'échelle évidemment européenne. On parle là de sièges sociaux, on parle d'entreprises qui peuvent faire vivre un bâtiment en entier. Et donc il y a une recherche évidemment à créer des concepts nouveaux, des usages nouveaux, clés en main. Et c'est là où finalement mon métier revient au centre de la question, alors qu'avant on venait plutôt tout à la fin quand il s'agissait juste de donner une identité à une marque en particulier. Et donc ce dont vous parlez, c'est l'idée justement que quand on construit un bâtiment, il est encore temps de le penser autrement. Et quand on décide en fait que le rez-de-chaussée de ce bâtiment sera dédié à un mix entre par exemple un supermarché et du coworking, parce que le coworking, ça fait vivre le quartier, c'est des gens qui rentrent, qui sortent, on ne va pas les mettre au 6e étage, eh bien, on va les mélanger en fait à un autre usage qui est celui de l'alimentaire, ce qui fait que ces personnes peuvent eh bien, venir avoir avec le même badge, s'alimenter et acheter, consommer. Et bien ensuite, on va penser verticalement, pas qu'horizontalement. Et comment en fait le supermarché peut commencer à aussi imprégner les étages pour que les gens n'aient pas besoin de descendre faire leurs courses, mais que c'est les courses qui montent aux étages. Et le frigo connecté, c'est exactement ça, c'est-à-dire que le matin, je sais ce que je peux manger, j'ai envie d'avoir ceci ou cela, et bien le frigo va s'alimenter petit à petit en fonction de la demande de la journée parce qu'il est connecté, parce qu'il interagit directement avec son public. Dans le parc olympique lyonnais, les systèmes de paiement ont été pensés justement pour être simples et pour être aussi sécurisés. Votre objectif, David Banget, c'est quoi? C'est de faire disparaître le cash C'est le cas. Il n'y a plus de cash. On parle de stade cashless. Donc on est sur une carte RFID où on paye en buvette directement avec sa carte MyOL qui du coup intègre un programme de fidélité. Avec... Si j'ai pas de carte, on peut payer en carte bleue. Voilà. On a longtemps hésité en fait d'être full cashless. Certains événements le font. On a eu les nuits sonores à Lyon qui sont entièrement cashless. C'est un choix du président à l'époque de proposer finalement ce double moyen de paiement parce que la typologie des spectateurs n'est pas encore bien prêt pour toutes ces nouvelles technologies. Donc la carte RFID permet effectivement d'enrôler finalement un programme de feed, permet également de payer en buvette, mais aussi dans toutes les boutiques de l'OL. Et puis ensuite, on a en mobilité des hôtesses qui, équipées de Famoco, de pouvoir recharger ses cartes en mobilité et également, depuis l'application mobile, pouvoir recharger sa carte MyOL. Là, on est vraiment sur un mode de paiement avec une carte physique. L'étape d'après, c'est aussi de pouvoir dématérialiser cette carte. Il y a un vrai enjeu pour nous parce que la carte physique a un coût. Et puis ensuite, dans ce moyen de paiement, il y a aussi la partie, on parlait de sécurité, donc nous on a été longtemps accompagnés par EY sur la partie sécuritaire des moyens de paiement, en termes de flux, en termes de middleware. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'au final, cette carte RFID a été pas mal adoptée. Au final, on a à peu près 50% du parc qui utilise la carte MyOL, avec des systèmes d'abondement pour les abonnés, etc. Donc un vrai programme de feed qui est accompagné d'avantages Money Can Buy derrière. Et puis ensuite, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin sur le mode de paiement. Donc je parlais de dématérialisation, mais un peu à la Starbucks, de pouvoir payer avec son application mobile directement en concession merch ou buvette. En termes on parlait de sécurité de paiement, dans un stade, la sécurité, c'est aussi des caméras, de la vidéosurveillance. Là aussi, vous êtes placé un petit peu sur des technologies de pointe, hein. On a différents niveaux de sécurité, effectivement. Déjà, on a tout un tas de contrôles d'accès. On a pratiquement 170 de mémoire points de contrôle d'accès. On a des hachoirs, des tripodes. Ensuite, on utilise un outil qui s'appelle Fortress GB qui nous permet de gérer l'ensemble de ces contrôles d'accès, de pouvoir les monitorer et de superviser l'ensemble de ces dispositifs. Donc, et les contrôles d'accès concernent le bâtiment, la billetterie, évidemment, et toute la notion de parking aussi. On a à peu près 18 000 places de parking qui sont gérées par un système qui s'appelle GEA
et qui nous permet de superviser, de monitorer et de paramétrer l'ensemble de ces contrôles d'accès. Et ensuite, on a, au niveau de la vidéosurveillance, on a à peu près 270 caméras, 5 typologies de caméras, les fixes, les mobiles, les dômes, etc., qui consistent du coup à souvent bien d'être doublés avec une caméra fixe, une caméra zoom, pour garder l'ensemble de l'enregistrement. Et on a une configuration jour de match et hors jour de match. Jour de match où on conserve l'ensemble des datas. Et puis hors jour de match où on filme en permanence sur l'ensemble des caméras, sachant qu'on a à peu près 350 Tera de stockage sur l'ensemble de ces caméras. Et on travaille à l'heure actuelle avec 2 acteurs sur le prédictif. On parlait de prédictif tout à l'heure. Pour nous, il y a un enjeu effectivement au-delà de ces caméras. Pour le moment, on est plutôt en mode alerting, en mode PC sécurité, parce qu'on a un PC sécurité 24 heures sur 24 et un PC opérationnel soir de match. L'idée, c'est pour nous d'anticiper les situations un petit peu compliquées qu'on peut avoir au sein du stade. Donc on a identifié 2-3 cas d'usage qui nous permettent d'anticiper ce type d'action. C'est quoi les cas d'usage typiquement ? Cas d'usage, c'est par exemple la sortie d'un fumigène ou éventuellement un mouvement de foule, surtout sur les tribunes visiteurs. Donc c'est l'idée d'éviter certains débordements et des actions dangereuses. On a eu différents cas qui ont montré qu'en anticipation, on aurait pu agir, notamment avec les stadiers qui sont les premiers exposés soir de match. On a pratiquement 2000 personnes qui travaillent au sein du stade le soir de match, donc potentiellement beaucoup de problèmes inhérents à toutes ces actions. Donc on est vraiment, alors pas dans le machine learning parce que je pense que déjà le stade vient de se lancer, donc il faudra un petit temps d'avoir de pouvoir de la data. Mais l'idée, c'est vraiment pour nous d'être en anticipation de ce type de mouvement. Donc voilà, et on part de loin encore. En amont des comportements potentiellement dangereux. D'accord. Voilà. D'accord. La question de la sécurité, mais plutôt de la sécurité de l'information, c'est souvent une question un peu tarte à la crème quand on parle de nouvelles technologies, mais on ne peut pas vraiment en faire l'économie. Patrick Cazon, en tant que gestionnaire d'un réseau de communication, vous vous interrogez nécessairement sur leur stabilité, sur leur permanence, et puis sur ce qu'il advient quand l'un d'eux vient à tomber, par exemple, parce qu'un objet déconnecté, c'est beaucoup moins intéressant. C'est certain. Alors deux questions dans votre question. Premier axe sur la partie sécurité. Donc, le protocole Sigfox, c'est un protocole qui s'appelle un protocole bande ultra étroite, ultra narrowband. En fait, c'est une technologie qui était utilisée par les sous-marins pendant la Seconde Guerre mondiale, qui permettait d'envoyer des petits messages sur des très longues distances. Donc, tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire que le protocole, déjà nativement, en termes de clés de sécurité et pour rejouer un message Sigfox, est déjà très, très, très difficile. C'est jamais impossible, mais c'est très difficile. Ça, c'est sur la partie sécurité. Après, bien sûr, les clients peuvent faire le choix d'encoder ou pas le message. Ça dépend un petit peu du cas d'usage. Donc voilà pour la partie sécurité intrinsèque au réseau Sigfox très rapidement, parce que je pourrais bien sûr développer, mais on développera si certains ont des questions pour le cocktail. Vu la chaleur, je pense qu'on l'aura bien mérité. Et le deuxième axe, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on a un cas d'usage qui est avec un client qui parle. Donc, je préfère prendre une référence client. Je pense que ça parlera à tout le monde. Donc, aujourd'hui, il y a des centrales d'alarme qui sont utilisées. Donc, il s'agit d'un de nos gros clients qui s'appelle Securitas Direct Verisure, qui fait des centrales d'alarme pour les maisons, pour les appartements. Et ils font de la levée de doute. Donc, ils utilisent du téléphone. Ils remontent des informations de caméras, caméras Samsung, qui plus est. Donc, ils ont besoin de haut débit, donc pas adapté au réseau Sigfox. Donc, ils utilisent le réseau GSM. Le réseau GSM permet de remonter un certain nombre d'informations. La problématique est qu'aujourd'hui, sur le marché, on voit que c'est très facile de brouiller un réseau GSM. Il suffit d'acheter un petit brouilleur GSM sur le commerce. On brouille, même si la centrale d'alarme est backupée sur un réseau Wi-Fi ou sur un réseau ADSL. On coupe le courant, on brouille et la centrale d'alarme est inopérante. Donc ils ont utilisé le réseau Sigfox en backup de ces solutions
puisque le réseau Sigfox, ils ont développé un capteur qui permet de voir ce qui se passe sur le réseau GSM. Et si la bande de fréquence GSM est chargée, ça veut dire que probablement il y a une tentative de brouillage. Et là, ils envoient une alerte à travers le réseau Sigfox, qui lui est très difficilement brouillable. On pourra en discuter plus tard si ça vous intéresse, qui permet de renvoyer une information. Donc voilà, on peut. Il n'y a pas de compétition entre les connectivités. J'ai envie de dire que tous sont intrinsèquement associés à des cas d'usage et on peut les compléter pour faire en sorte, là je vais répondre à votre question, que les produits soient toujours connectés. Mais ce qui est intéressant aussi dans cet exemple, c'est qu'on voit que on a parlé de performance énergétique, etc. Donc on s'est dit que le bâtiment connecté était vecteur d'économie, d'optimisation des coûts, etc. Ça peut, dans ce cas, par exemple, aussi être vecteur de business supplémentaire, des nouveaux besoins, nouveaux services et optimisation. Oui, absolument. Aujourd'hui, dans notre écosystème, il y a des gens qui travaillent pour récupérer. Aujourd'hui, sur batterie, on peut tenir des dizaines d'années. Aujourd'hui, on a des partenaires qui travaillent pour ne plus utiliser de batterie du tout. Et pour récupérer soit les différences de température, pour transformer ça en énergie, soit pour récupérer, là c'est les centres de recherche qui travaillent dessus, récupérer l'électromagnétisme ambiant pour le convertir en énergie, puisqu'effectivement le réseau Sigfox intrinsèquement consomme très 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 peu d'énergie, donc avec une très très petite source d'énergie, on va arriver à envoyer un message. Parmi ces nouveaux usages, ces bouleversements, on trouve aussi la faculté de recourir à la facturation à l'usage. Je crois que vous... Oui, Patrick en parlait tout à l'heure. De plus en plus, d'ailleurs, c'est venu par le monde industriel. On est passé d'une vente de produits physiques à transformer ça en vente de services. C'est pour ça qu'il faut que j'ai des capteurs. Et plus j'ai des capteurs, plus je peux calculer un usage. Alors, quelques exemples, des industriels qui, jusqu'à maintenant, équipaient des freins sur des avions, et bien tout d'un coup, ont suffisamment de capteurs pour calculer un temps d'arrêt et donc un freinage. Demain, est-ce que je vais acheter une climatisation ou plutôt une température dans la salle? C'est peut-être ce qui m'intéressera au final. Ça nous intéresserait ce soir. Avec un petit peu de fièvre, en plus, ça fait une chaleur phénoménale. Bref. Donc, on en est aujourd'hui sur un modèle où je veux capter donc ces valeurs pour en définir un usage. Et dans le bâtiment, tu l'évoquais tout à l'heure, on commence à avoir du remplissage, on commence à avoir sincèrement aussi de la température. Et pour ça, on a beaucoup de données à traiter. Et c'est un vrai enjeu pour les industriels aujourd'hui. J'en ai discuté tout à l'heure, même sur des sociétés de nettoyage et qui plus est des sociétés de nettoyage de toilettes dans des stades. Ça peut toujours faire sourire, mais d'aller mettre des objets connectés aujourd'hui dans les toilettes de façon à pouvoir prévenir en temps réel au plus juste un technicien pour réassortir du savon, des serviettes ou autre, mais surtout de mettre un tourniquet à l'entrée et d'avoir un business model qui est je facture suivant le nombre d'entrées. Et là, il me faut de l'objet qui transite par un réseau, qui alimente une base et qui derrière va calculer une facturation. On a vu comment les objets connectés pouvaient être aussi utiles dans la conception, de la construction des bâtiments. Ça peut aussi être utile pour la période d'exploitation ou même de livraison. À l'OL, David Banger, vous utilisez un système de ticketing, je crois, pour signaler les problèmes que vous apercevez, une vitre cassée ou... Oui, complètement. On essaye de mobiliser l'ensemble des ressources internes du groupe OL pour justement signaler des incidents techniques liés au bâtiment. On utilise pour ce faire un outil de GMO qui s'appelle SAMFM, qui permet d'impliquer l'ensemble des équipes justement dans la vie du bâtiment, qui permet du coup de recenser l'ensemble des incidents, de permettre de faire des demandes d'intervention particulières, d'avoir des tableaux de bord pour gérer l'ensemble de ces sujets et d'avoir des annuaires à disposition, de faire d'avoir la gestion de devis, etc. Et ensuite, sur la partie construction, on a au niveau des OPR et des OPL, sur les levées de réserve, etc., on a un outil aussi qui s'appelle FinalCAD et qui nous permet justement de pouvoir opérer ces OPR. Donc on s'est équipé déjà en amont au niveau de la construction et puis au niveau de la gestion de l'exploitation, où quand on a eu le stade en main le 9 janvier, où on a eu les clés du stade, on avait à peu près 20 000 réserves sur le stade. Et 3 mois après, on n'en avait plus que 200. Voilà. Donc ça nous a permis d'être efficaces et de pouvoir gérer toutes ces réserves dans de bonnes conditions et en même temps, en parallèle, de pouvoir gérer nos matchs. Rémi Fischler, les objets connectés peuvent-ils vraiment reconfigurer les espaces architecturaux? Je prends l'exemple d'Aura, donc l'objet connecté qui facilite l'endormissement.
et le sommeil. Donc vous connaissez ça sur le bout des doigts. Est-ce qu'on peut imaginer, je dis peut-être n'importe quoi, mais est-ce qu'on peut imaginer que demain, une salle de sieste dans une entreprise soit pensée pour s'adapter à ce type d'objet en particulier? Oui, bien sûr. Et je suis content que vous le disiez d'autant plus sérieusement que nous, on le dit depuis longtemps, mais ça fait encore sourire beaucoup de monde. Mais en réalité, les espaces de sieste vont forcément finir par arriver dans toutes les grandes entreprises. Ça deviendra peut-être même obligatoire, puisque c'est une question de sécurité Sieste publique. obligatoire. Non, alors pas la sieste en tant que telle, mais d'avoir des espaces où on peut se reposer. Et évidemment, on pensera les objets différemment. On les pensera à l'échelle de l'architecture. Et on est déjà en train de concevoir des espaces comme ça, qui intègrent tout de suite les technologies dans l'architecture. Ce que ça a comme intérêt, c'est qu'avec la même technologie, on peut faire beaucoup de choses différentes. Là, je pense que là, je dis plus ça normalement à des gens qui sont des non-sachants, mais la réalité, c'est que quand vous mettez dans le bas-fond des LED, quand vous isolez et vous créez un bon climat sonore dans une pièce, ça peut autant vous aider à bien vous endormir, à faire une bonne sieste, qu'à jouer des jeux vidéo ou à faire une conférence téléphonique dans des bonnes conditions. Donc en fait, c'est aussi sensibiliser les gens avant qu'ils commencent à aménager leur lieu, que d'investir dans les technologies, c'est pas forcément un mono-usage comme on l'imaginait à une période donnée de la construction. Aujourd'hui, c'est imaginer que du coup un espace peut être utilisé toute la journée pour 10, 15 ou 20 différents usages. Et les architectes, les maîtres d'œuvre, les architectes d'intérieur, sont-ils justement au fait et est-ce qu'ils ont ce discours en tête aujourd'hui dans ce que vous envoyez? De plus en plus, normalement, en tout cas, ça va dans le bon sens de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Et là, chaque métier a ses problématiques. Dans mon métier, convaincre prend du temps et n'est pas forcément rentable non plus. Donc c'est jusqu'à quel point en fait mon métier en tant qu'architecte d'intérieur ou designer va convaincre les clients qu'il faut faire les choses bien au bon moment. Moi j'essaie de le faire, mais je pense que beaucoup pour l'instant préfèrent ne pas le faire parce que c'est plus simple de ne pas, on va dire, se compliquer la vie, sachant qu'aujourd'hui intégrer des technologies dans l'architecture, c'est pas encore si simple que ça et c'est coûteux. C'est coûteux. Une dernière question avant de passer aux questions de la salle. Sera pour vous, Frédéric Puch. Pardon, Frédéric Puch. Oui, parce que justement, je voulais vous... On en a parlé tout à l'heure ensemble. Si l'Internet des objets sera... c'est un peu bizarre de terminer là-dessus, mais sera un passage obligé. C'est-à-dire que, après tout, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que deux objets situés à 2 mètres de distance, plutôt que de passer par les serveurs et la moulinette d'SAP, ne pourraient pas tout simplement être intelligents eux-mêmes et communiquer entre eux directement en fait? Alors Patrick l'évoquait tout à l'heure, hein, c'est pas nouveau anciennement de faire communiquer finalement 2 objets. On a beaucoup travaillé dans le monde de la voiture et dans le monde de la voiture, on s'est aperçu qu'en remontant des informations de tout un paquet de capteurs et notamment une situation donc critique avec une voiture à l'arrêt, un problème électrique remonté, être capable de déclencher automatiquement une alerte sur les véhicules autour de moi. Et on va parler de machine to machine. Aujourd'hui, on en est à, et suivant les objets, hein, on parlait tout à l'heure de quelques informations par jour, ça peut me suffire pour calculer un usage, pour calculer une maintenance. Et puis dans certains cas, on va pouvoir remonter de l'information, calculer finalement une modélisation statistique, en gros quelle est la probabilité que tu tombes en panne, compte tenu de tout un paquet de variables, et cette logique algorithmique, on va la redescendre sur l'objet, sur certains objets, soit. Et donc du coup, cette intelligence, on va la redescendre. On parlait tout à l'heure de bidirectionnel, donc je vais capter, et plutôt que de m'envoyer un volume énorme, et quand j'entends les volumétries que vous commencez à traiter, ça commence aussi à se dire, mais c'est quoi en quelques mois? Qu'est-ce que ça donne dans une projection? Est-ce qu'on a besoin de capter toute cette information ou est-ce qu'on peut en laisser en local, faire un traitement et à partir du moment où j'ai dépassé une certaine probabilité de, alors j'envoie ça sur un système central. Donc on commence à travailler sur ces scénarios. Ce n'est pas tous les objets, mais certains vont devenir de plus en plus intelligents. C'est une menace pour vous Oh, pas du tout. Non. Absolument pas. Non, pas du tout. On a déjà, nous, des cas d'usage de bidirectionnalité. Un usage un peu rigolo pour finir, c'est la dernière question. C'est la dernière question. Elle était vraiment pour vous. Donc, en Belgique, si vous ne payez pas votre facture d'eau, on peut, non pas couper, c'est interdire, mais réduire le débit d'eau. Donc, exemple de bidirectionnalité. Donc, tous les jours, je remonte la consommation d'eau pour la facturation.
Puis après, plusieurs relances, si vous n'avez pas payé votre compteur d'eau. Donc je demande à l'objet, en l'occurrence le compteur, de réduire le débit pour que vous ayez juste de quoi remplir en 1 heure un gobelet d'eau pour boire, mais en tout cas, l'horreur pour prendre la douche. Jusqu'au goutte à goutte. Merci. Avez-vous des questions dans la salle? Ou êtes-vous, comme nous, écrasé par la chaleur? 0 question? On n'est pas obligé non plus. Hein. Ah, allez. Je vous tends un micro. Tenez. Oui, bonsoir. Julien Laclin du bureau d'études d'Ernst. C'est une question un peu générique. On a parlé de monétisation des données, mais au final, qui est propriétaire de l'information émise et est-il rétribué pour l'émission d'informations qui peut bénéficier à quelqu'un d'autre, que ce soit au niveau de l'objet ou de données d'un bâtiment qui va derrière? Pas attribué, pas une question spécifique pour quelqu'un. Je pense que Frédéric Puech peut peut-être... Alors ça dépend, parce que finalement, si on se fait un c'est scénario un peu c'est end-to-end avec c'est Patrick, on voilà. va démarrer par l'objet, le transit de la C'est- donnée, et puis derrière... Exactement. le stockage et l'exploitation. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde le monde du bâtiment connecté, on l'évoquait tout à l'heure, des acteurs qui aujourd'hui construisent leurs bâtiments ont besoin d'aller créer leur big data, et derrière, je vais récupérer, et finalement, ils en sont propriétaires. Est-ce que c'est à des fins de maintenance dans un premier temps? Est-ce que c'est à des fins de monétisation? Pour l'instant, je reste assez anonyme dans la démarche. Donc, si votre question ensuite, c'est de se dire, mais finalement, un objet connecté tel que celui-là, ça commence à remonter des informations et derrière du droit privé, on est sur un autre domaine, avec des conditions générales d'utilisation, etc. Dans le monde du bâtiment, aujourd'hui, on en est à collecter pour stocker assez souvent dans un big data qui est propriété même de l'exploitant du bâtiment, dans certains cas, pour faire de la maintenance, par exemple. Est-ce que le propriétaire du bâtiment n'est pas censé aussi avoir accès à ces informations? Ça dépend du bail que l'on a défini. Là, je vous parle de quelques expériences qu'on a vécues. Ou est-ce que c'est simplement donc l'exploitant qui derrière fait sa maintenance, ou est-ce que c'est le propriétaire qui veut aussi avoir accès à un certain nombre d'informations parce que, par exemple, il y a des parties communes et ces données, à qui est-ce qu'elles appartiennent? Et là, on est plutôt du domaine du propriétaire. Derrière, est-ce qu'on arrive à croiser, ce qui est quand même le meilleur des mondes? Parce que si j'ai des parties communes et des parties privées, si je peux commencer à croiser, alors ça devient intéressant. Au stade, au parc de l'Olympique Lyonnais, vous êtes propriétaire de tout. Exactement, on est les seuls en France. Oui, on est propriétaire, effectivement. Donc, en fait, nous, au niveau de la data, en fait, on va collecter dans notre propre système d'information des données qui nous permettent d'optimiser nos services, d'optimiser nos files d'attente, d'optimiser l'expérience spectateur. Et on va aussi collecter de la data via les opérateurs téléphoniques pour comprendre un petit peu plus notre cible, pour optimiser nos canaux marketing et commerciaux dans nos démarches de communication. Donc, on est sur de la donnée anonymisée. Donc là, il n'y a pas de souci. Et à l'intérieur du stade, on rentre dans les CGU classiques. On travaille beaucoup avec les ayants droit aussi. Donc là, on fait attention aussi sur tout le canal vidéo. Voilà. Donc, j'ai pas grand-chose à dire de plus vu qu'on est dans un cadre privé. Il n'y a pas de notion de propriétaire. Donc, c'est un tout petit peu différent. Très bien. Juste pour donner un exemple, il y a des fabricants de chaudières qui sont propriétaires de leurs produits, en l'occurrence, qui veulent remonter des informations et ils en font leur usage pour à des fins marketing ou à des fins de récupérer des informations. Ils peuvent très bien aussi décider, puisque ce même vendeur de chaudières peut être intégré chez dans un immeuble où il y a un bailleur et lui-même a mis une plateforme sur laquelle il peut partager une partie de ses informations ou pas. Donc aujourd'hui, c'est difficile de répondre à votre question oui-non. Il y a plusieurs business models qui sont en train de se faire. Les entreprises réfléchissent. On a dit que ceux qui fabriquent aujourd'hui des bâtiments sont en train de réfléchir pour mettre leurs propres capteurs. Il y a des industriels ou des sous-traitants qui réfléchissent pour mettre leurs propres capteurs, les ouvrir, ne pas les ouvrir. Je pense qu'il va falloir les ouvrir parce que pour le client, au final, si tout le monde arrive avec des silos, je pense que ça ne va jamais marcher et le modèle économique risque d'avoir quelques soucis dans certains cas. Donc je dirais que tout est ouvert, mais il faut bouger et vite maintenant.